Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la cuisine du village. Aujourd'hui, une émission consacrée aux nouvelles variétés et on aura un petit focus sur l'endive. Mais qui dit la cuisine du village dit évidemment cuisine et pour ça je vais me retrouver en cuisine vers le chef. Chef, Philippe, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors ce soir, nous allons manger un toast à la patate douce et à l'endive française. Un duo entre la douceur de la patate douce et l'amertume de l'endive, qui aura le côté tendre et le côté croquant des deux produits. Sur un toast avec un petit peu de gouda. C'est des produits de saison. Oui. Qu'est-ce que... Moi j'avoue, l'endive, dans ma famille, des gens qui sont pas trop fans, ils se trouvent ça trop amer. Par quoi on pourrait remplacer ça? On n'est pas obligé de la remplacer à ce moment-là, il suffit de la cuire dans un bon bouillon avec un peu d'oignon, du sucre, du beurre et un jus de citron. Et les cuire doucement. Eh bien parfait, on vous laisse gentiment commencer puis on se retrouve tout à l'heure. Pour parler de ces sujets, je me retourne ici avec Alain Delavie. Alain, ces nouvelles variétés, elles ne sont pas souvent utilisées par ces consommateurs. Ils se tournent toujours, par exemple dans la pomme de terre, vers la traditionnelle binge, mais est-ce qu'on peut leur donner des arguments pour adopter de nouvelles variétés? Oui, oui, tout à fait. Déjà, les arguments, on tient compte de la météo, donc changement climatique, c'est difficile. On a 2 années très chaudes, très sèches, une année très humide, donc il faut des plantes résistantes. Et c'est vrai que les nouvelles variétés nous apportent des résistances qu'on n'avait pas dans les anciennes. Pour parler de la pomme de terre, moi j'adore la rate et mes lecteurs aussi, mais effectivement, ce n'est pas toujours une pomme de terre qui produit beaucoup. C'est assez ingrat le résultat. Très bon mais ingrat, donc on peut trouver une pomme de terre comme la Pompadour et d'autres variétés qui approchent et qui vous donnent un plus meilleur rendement et on retrouve toujours le bon goût parce que c'est surtout ça qu'on a envie d'avoir. Philippe Bréon, vous êtes représentant des agriculteurs qui produisent de l'endive en France. Est-ce que au niveau de l'endive, il y a aussi du progrès dans la variété? Est-ce que on se tourne vers quelque chose qui plaît de plus en plus aux consommateurs? Oui, oui, bien sûr. Oui. Il y a une décennie de ça, on produisait des endives, j'ai envie de dire, de façon quantitative et on avait oublié un petit peu la qualité. Aujourd'hui, on s'est retourné vers des variétés qui sont moins productives et plus croquantes, qui ont un peu moins d'amertume aussi, parce que certains consommateurs recherchent l'amertume de l'endive, tandis que les plus jeunes ont tendance à ne pas aimer l'endive à cause de ce goût amer. Et les nouvelles variétés qu'on élabore aujourd'hui, elles ont tendance à être moins amères, plus croquantes, et ce qui permet d'attirer les plus jeunes consommateurs. Et auprès de l'agriculteur, ça se passe comment? Est-ce qu'elles sont autant faciles à cultiver pour vous? Alors, le mode de production, c'est le même. Alors, c'est pas simple, hein. Je sais que pour des gens qui ont des potagers, faire pousser de l'endive dans le jardin, c'est très difficile. C'est une graine qui est dure, très difficile à faire lever. Elle n'aime pas du tout les changements de temps, les intempéries. Et c'est assez technique. Voilà. On vous demandera après des conseils pour le jardinier, mais est-ce qu'elles sont si plus résistantes? Est-ce que vous utilisez moins de pesticides? Et puis après, évidemment, vous nous parlerez un petit peu du cycle de culture, parce que je sais que c'est une partie qui commence en plein champ, puis après il y a des étapes magiques, parce qu'elles ne sont pas naturellement blanches ou rouges, ces endives. Oui, bien sûr. Et oui, donc vous parliez des résistances aux maladies. Oui. On a des variétés qui sont plus ou moins tolérantes à certaines maladies. Je pense au sclérotinia qui peut ravager une culture d'endive. On va plus vers des variétés tolérantes pour utiliser le moins possible de produits phyto, en effet. Ouais. Est-ce que chez vous, vous produisez que des endives ou vous avez aussi d'autres cultures potagères? Alors, légumières, on dirait ça, parce que pas un petit potager, j'imagine, quand on est agriculteur. Alors, sur l'exploitation agricole, il y a bien sûr... on a besoin d'un assolement, donc on a des céréales, des pommes de terre, des betteraves. On est dans le nord de la France. Et l'endive, qui est la culture qui nous prend le plus de temps, qui demande beaucoup de main-d'œuvre, c'est le produit de diversification de notre exploitation, mais qui prend énormément de temps, oui. On imagine aujourd'hui qu'il y a aussi de la recherche pour encore améliorer cette endive. Quelles sont les pistes d'amélioration? Quels sont les nouveaux facteurs? Il y a une époque, on produisait malheureusement un peu trop d'endives et notre station de recherche, dont je suis à la présidence, s'est diversifié, à chercher des nouveaux types d'endives, de l'endive rouge, de la carmine. On a fait de la barbucine, de la friseline. Ce sont tous des chicorées diversifiées qui permettent une segmentation différente et faire plaisir aux consommateurs. Quoi de plus beau que de mélanger dans une salade de la carmine, de l'endive rouge et de l'endive blanche?
Alain, je me retourne vers vous. Vous êtes, je vais oublier de vous présenter, vous êtes directeur des rédactions de chez Rustica. Est-ce que vos lecteurs sont plutôt friands de nouveautés ou ils se tournent encore pas mal vers les anciennes variétés? Alors, les anciennes variétés ont la vie dure et pour certaines, c'est très bien parce qu'elles sont excellentes. En fait, il y a une certaine frilosité, mais par contre, quand on compare, c'est-à-dire, vous connaissez cette variété, il y a une nouvelle qui arrive, elle a effectivement toutes les qualités que vous recherchiez de l'ancienne, plus cette résistance aux maladies, cette résistance par exemple à la chaleur, effectivement là ils sont intéressés. Si je prends un autre légume comme le basilic c'est frileux, donc dans la moitié nord on en a envie mais il est souvent difficile à obtenir. Et bien là on voit arriver des variétés de graines de basilic beaucoup plus résistants aux basses températures, donc plus facile à cultiver, plus de plaisir. Donc voilà, ça veut dire que même ceux qui habitent dans le Nord pourront avoir leur pesto sur les pâtes cet été? Oui. Bon, c'est vrai qu'on commence déjà à en avoir depuis pas mal de temps, mais on voudrait l'avoir plus tôt, plus tard. Donc avec une variété plus résistante au froid. Enfin, quand je dis froid, pour un basilic, il faut faire attention quand même. Mais disons plus résistant à des températures fraîches qui nous caractérisent, ne serait-ce que par exemple à Paris. Effectivement, donc là, on va pouvoir se faire plaisir. Est-ce que vous avez d'autres plantes où typiquement, là vous recommandez des variétés modernes comparées à des variétés un peu plus traditionnelles pour leur résistance, pour leur goût ou simplement pour la facilité de culture? Oui, pour rester dans les légumes du soleil, on va parler de l'aubergine, qui est une culture qui était quand même très réservée à la moitié sud de la France ou dans les régions les plus clémentes. Aujourd'hui, on a des variétés qui nous permettent de remonter de plus en plus jusqu'en Belgique sans aucun problème, qui arrivent à donner, alors elles sont plus précoces, donc c'est un avantage. Elles piquent moins aussi parce qu'au départ, certaines variétés étaient quand même assez piquantes. Et puis elles donnent très bien sur un climat qui est moins ensoleillé que le sud. Ça, c'est un exemple. Dans la tomate aussi, il y a énormément de variétés. Moi, j'adore la variété rose de Berne, qui est une variété ancienne. Mais la rose de Berne en région parisienne, c'est la loterie. Est-ce qu'il va faire beau cette année, donc je vais avoir des belles roses de Berne, ou alors comme l'année 2024, très humide, très fraîche, là c'est une catastrophe, le mildiou attaqué. Par contre, on a des nouvelles variétés qui ont le même goût, la même apparence, très bonnes, et qui sont plus faciles à cultiver. On est d'accord. Sur un jardin, d'un balcon par exemple, c'est une technique de culture, je ne vais pas dire assez moderne, mais il y a eu l'exode en ville. Est-ce qu'il y a aussi, là aussi, des variétés nouvelles qui sont adaptées à la culture sur un balcon? Oui, on voit sortir même des gammes entières de ce qu'ils appellent patio. Patio, donc c'est terrasse, balcon, cour, parce que ça permet d'être cultivé en bac, en pot, et donc qui sont plus adaptés pour, si je reste sur la tomate, on n'a plus des tomates qui vont faire 1,50 m, 2 m, on va avoir des tomates plus compactes, mais qui produisent quand même bien. Ce n'est pas les quantités d'un véritable potager, mais on se fait plaisir. Et quand elles sont plus petites, elles sont aussi un peu plus résistantes au vent, parce qu'il ne faudrait pas assommer son voisin du dessous avec une tomate qui tomberait. Ça arrive, j'ai l'expérience pour avoir laissé la tomate pousser. C'était une très bonne variété qu'on cultive en potager. Malheureusement, elle fait plus d'1,20 m, 1,50 m. En plus, en pot, ça pousse très très bien, bien arrosé. Résultat, effectivement, il y a le risque de tomber. Et surtout, lors des orages, des coups de vent, c'est beaucoup plus fragile. Donc toutes ces variétés sont beaucoup plus adaptées. Et on en trouve dans les fraisiers, bien sûr les légumes du soleil, mais aussi toutes les salades à couper, par exemple, qui sont excellentes en pot. Donc là, on a tout un choix de variétés pour se faire plaisir. Les salades à couper, prenons cet exemple un petit peu parce que moi l'expérience de la salade à couper en pot, c'est que l'arrosage est beaucoup plus compliqué en pot qu'en pleine terre et alors elles avaient tendance à monter très rapidement en graines. Là, il y a des variétés qui permettent de subir un petit stress hydrique, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, alors on a déjà dans les variétés anciennes, des variétés qui résistent mieux à la chaleur. En plus, c'est vrai qu'en ville, on n'a pas tous un plein sud, donc on peut être plus ombragé. Et ce genre de légumes est tout à fait adapté à la mi-ombre. Par exemple, quelques heures de soleil le matin, ça suffit. On aura quand même de belles... Et puis, dans les nouvelles variétés, on connaît tous la feuille de chêne qui est assez historique et qui est très bonne. Mais il y a des améliorations de la feuille de chêne qui permettent d'avoir de meilleurs résultats. Sur Rustica, l'hebdo du potager, est-ce que vous partagez
aussi des découvertes de nouvelles variétés. On l'a vu il y a quelques émissions en arrière que vous nous parliez de variétés très anciennes aussi, mais est-ce que vous partagez des découvertes avec des nouvelles variétés notamment? Oui, oui, on suit de très près les octanteurs justement pour les jardiniers. Il y a des très très grandes maisons et qui font des choses extraordinaires. On voit arriver dans les piments, dans les poivrons, dans les tomates et dans pas mal de légumes, des variétés qui sont vraiment plus adaptées aux jardiniers qui sont... Le maraîcher est quand même un super scientifique, un super pro, donc il ne doit pas avoir aucune erreur. Mais c'est vrai que le jardinier, il veut aussi avoir un succès, donc les échecs, c'est pas très drôle. Et on voit arriver des variétés qui répondent mieux, qui sont plus résistantes, donc moins de traitement, parce que même si on traite bio, c'est quand même du traitement. Donc éviter le maximum de traitement, moins exigeante aussi en engrais, en nourriture. Et donc oui, on donne les deux, on continue parce que le patrimoine, c'est important, mais la nouveauté, il y a des choses extraordinaires, il faut les faire connaître. Moi, j'ai envie de parler maintenant un petit peu de la culture d'endive, mais restons sur la partie professionnelle parce que c'est une culture qu'on ne connaît assez peu et qui a des chamboulements, je crois, aussi au niveau de la production suite à l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer déjà quand c'est qu'on commence la culture, quand c'est que les endives sont le meilleur à acheter sur le marché, mais parlez-nous un peu de cette culture qui est quand même assez particulière. Oui, en effet, c'est une culture assez technique. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a deux phases. Il y a la phase au champ où on sème une graine au mois de mai et qu'on récolte qu'on laisse pousser tout l'été et qu'on récolte au mois de novembre. Alors déjà, on a les caprices de la météo du nord de la France qui font que certaines années, on a des belles racines et d'autres années beaucoup moins. Et ensuite, il y a la phase de pousse en salle ou aussi en terre. Il y a deux modes de pousse pour avoir la pousse de l'endive du chicon. Et ça se fait principalement en salle avec un circuit d'eau. Et là, c'est quelque chose d'assez technique et qui n'est pas très connu en effet du public. Ouais. C'est aussi énergivore d'après ce que je crois. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez des nouvelles choses pour améliorer cette endive? Alors, la crise de l'énergie a fait qu'on a fait des investissements dans nos ateliers pour utiliser moins d'énergie, la récupération de chaleur, des choses comme ça, de l'isolation plus importante, des panneaux photovoltaïques. Et la crise de l'énergie est aujourd'hui un petit peu derrière nous. On a passé ce cap. Et là, on a eu une autre problématique cette année et l'année dernière qui était l'arrêt de substances phytosanitaires pour la culture de l'endive en plein champ. On a perdu des désherbants, on a perdu des insecticides et on se lance un peu dans le grand bain cette année parce qu'on a fait des essais l'année dernière sur des nouveaux produits, sur des nouvelles techniques de désherbage, mais on n'est pas forcément au point, mais on va être obligé de faire avec cette année. Moi, je vais me tourner maintenant vers un producteur de bière. Je ne sais pas si vous êtes amateur de bière. Ah bah oui. Pour la séquence, faites pousser les idées. Christophe, vous êtes brasseur et vous nous avez amené ici une collection de bières. Ces bières-là, elles ont toute une particularité au niveau de la semence d'orge, mais pas que. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, effectivement, la spécificité de notre brasserie qui est située à Lyon, c'est d'avoir simplifié, d'avoir une méthode de production qui est un petit peu simplifiée par rapport aux brasseries qui existent. À date, normalement, le brasseur va plutôt travailler des variétés d'orge qui doivent passer par une étape de maltage. Donc c'est une germination qui est gérée par un tiers. Et en fait, aujourd'hui, le lien, on va dire, avec l'agriculteur est indirect. La spécificité de la brasserie du Lion, c'est d'avoir développé un procédé de fabrication qui permet de travailler la céréale en direct, sans passer par cette étape de maltage. Et aujourd'hui, du coup, on n'a plus besoin de variétés spécifiques d'orge qui doivent partir en maltage, mais ça nous ouvre le champ des possibles avec la possibilité de travailler n'importe quelle variété de céréales. Et ça se ressent sur le goût de la bière, cette étape en moins ? Alors, ça se ressent, ça nous donne la possibilité de travailler comme des vignerons avec une vraie traçabilité à la parcelle.
Ensuite, ça nous permet d'avoir un procédé qui est plus écologique parce qu'on supprime cette étape de germination qui est très consommatrice en eau et en énergie. Et après, au niveau gustatif, c'est une source créative qui est très intéressante puisqu'effectivement, on va sortir de l'utilisation principale de l'orge pour aller voir d'autres types de céréales. Donc là, ça peut être très diversifié. Celle-ci est un bon exemple. On va travailler par exemple en pur sarrasin, c'est-à-dire qu'il n'y a que du sarrasin dans cette recette. Et donc, c'est le même sarrasin qu'on pourrait trouver dans une galette bretonne. Exactement. Et vous voyez ce parfum qui se dégage d'une galette, en fait, on a la même chose au niveau du produit. Je crois aussi que vous cherchez même des céréales qui ne viennent pas de France. Alors, aujourd'hui, l'ensemble de notre traçabilité au niveau de la brasserie, c'est exclusivement du bio français. Mais par contre, du coup, on est capable d'utiliser des céréales plus atypiques, des céréales alternatives. Donc aujourd'hui, par exemple, on attaque avec un réseau de distribution une nouvelle gamme qui est une gamme qu'on appelle graines atypiques. Et dedans, vous retrouvez par exemple des références avec du quinoa, du berry. On va utiliser des blés corazans, on va utiliser du maïs violet, on va utiliser du millet, du sorgho. Voilà, toutes ces céréales alternatives qui sont très intéressantes aussi pour les agriculteurs, puisque du coup aujourd'hui c'est des variétés qui sont peut-être plus résistantes au changement climatique ou qui peuvent avoir un intérêt dans la rotation agricole, éventuellement aussi des niveaux de rémunération plus intéressants pour les agriculteurs. Et là en fait de pouvoir donner des débouchés à ces céréales est quelque chose qui nous projette effectivement dans l'avenir avec la brasserie. Ouais. Et toutes ces recherches pour trouver des nouvelles céréales, est-ce que ça prend du temps entre le moment où vous dites tiens, j'ai découvert le safouin par exemple, et demain je vais faire une bière au safouin. Combien de temps entre le moment où on se dit je me lance et le moment où elle arrive Alors il y a toujours une R&D permanente au niveau de la brasserie. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur une variété de blé pérenne qu'on appelle le Kernza. Sur lequel on est en train de travailler pour essayer de sortir une recette. Et aujourd'hui, on a aussi récupéré des semences de fonio qui a un intérêt aussi fort. C'est des céréales qui nous viennent d'Afrique, en l'occurrence du Bénin pour le fonio. Et ce fonio, du coup, il a besoin de très peu d'intrants et très peu d'irrigation également. Donc aujourd'hui, c'est des variétés de céréales qui nous intéressent pour effectivement répondre aux enjeux de demain à travers la bière. Voilà. Et je ne cherche pas à vous piéger, mais il faudrait combien de kilos pour faire une petite bouteille là, de céréales pour arriver Alors, aujourd'hui, nous, on a ce savoir-faire de fabrication à partir de céréales. C'est une bonne question parce que c'est souvent ce que nous posent les agriculteurs. On a développé un programme qu'on appelle les AgriCollabs. Et en fait, c'est les agriculteurs qui viennent directement chez nous avec leurs céréales pour arriver à produire une référence qu'ils vont ensuite commercialiser par la suite. Donc ça leur permet d'avoir aussi récupéré un peu de valeur ajoutée sur leur exploitation. Et en fait, aujourd'hui, pour une référence, pour avoir un ordre d'idée, pour faire 2000 litres de produits finis à 5%, il faut à peu près 500 kg de céréales. Vous faites une triple comme celle-ci à 9 degrés, c'est 900 kg. C'est une petite règle de 3, mais c'est à peu près les quantités nécessaires pour la production. Et c'est la même quantité que si elle était maltée ou pas? Alors aujourd'hui, on est un tout petit peu plus économe parce que sur le procédé de maltage, il y a de la perte en ligne, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, nous, comme on a une utilisation qui est directe au niveau de la brasserie, en fait, on a aussi ce gain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte liée au processus de maltage. Donc, en fait, on a une exploitation pleine, si j'ose dire, de la céréale. Alors, vous m'avez convaincu. Malheureusement, on ne va pas pouvoir déguster en pleine émission parce qu'il faut que je reste sérieux pendant le reste de l'émission. Et on retrouve facilement vos produits? Alors aujourd'hui, on a un développement et une distribution qui est nationale. Donc la brasserie est basée à Lyon. On est très présent dans ce qu'on appelle la GSS, c'est la distribution spécialisée bio, parce qu'on fait que du bio. Donc aujourd'hui, toutes les enseignes que vous connaissez en distribution bio en France distribuent des produits de notre marque. Donc je vous invite. On saura où vous retrouver si on a envie de déguster. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais me retourner vers mes invités experts, puis cette fois-ci, on va se donner quelques astuces pour réussir la culture de l'endive à la maison. Alain, est-ce qu'on commence par un semis à l'intérieur? On commence un semis sous serre? Comment est-ce que vous cultiveriez l'endive chez vous? Dans le semis, on va le commencer en pleine terre. Donc on va attendre que le printemps soit bien installé.
Et puis on va essayer. Alors la difficulté, c'est justement d'avoir des belles racines. Donc d'avoir une terre qui permette qu'elle se développe et puis de suivre cette culture, puisqu'en fait c'est assez ingrat au départ. On va commencer au printemps, ça va passer tout l'été sans produire, et à la fin de l'été, au début de l'automne, on va arracher pour avoir ces fameuses racines. Et après, on va passer ailleurs, même si on peut le faire sur place. On donne les cultures, comme disait notre cher producteur, c'est qu'il y a en pleine terre, mais il y a aussi en dehors du sol. On pourrait faire dans des caisses pour le particulier, par exemple. Philippe, l'endive, c'est une chicorée. Est-ce que ma chicorée escarole ou ma chicorée frisée, voire ma pain de sucre, c'est la même variété qui va me donner une endive? Non, c'est toutes des chicorées, mais la seule qui va donner l'endive, c'est la chicorée Whitloff. Alors le terme technique, mais il y a plein de chicorées différentes, mais la chicorée intibus, c'est vraiment la seule qui donne l'endive. Et en effet, on peut la faire pousser, comme le dit, soit dans de l'eau, nous c'est de la technique hydroponique, mais le jardinier peut très bien, moi il y a des clients qui viennent chercher des racines à la ferme pour les faire pousser dans des bacs, dans du terreau bien arrosé. Il faut toujours bien sûr bien arroser sa terre. Les gens sont souvent déçus du résultat parce qu'ils ont une endive ouverte. Mais je leur dis tout simplement, c'est que votre endive a eu soif. Une endive, c'est 95% d'eau, donc il faut nourrir en eau énormément. Cette chicorée-là, on va la semer mi-mai, on l'a installée au potager. Est-ce qu'il y a des ravageurs? Est-ce qu'il y a des maladies qui pourraient se développer? À quoi on doit être attentif jusqu'à la récolte de la racine? Si j'ai bien compris, aux alentours du mois d'octobre, c'est ça? Oui. Tout à l'heure, on a cité une maladie, sclérotinia, c'est ça qui malheureusement attaque ce légume. Il y a une racine, il y a du feuillage, donc effectivement on peut avoir des parasites sur les deux. Pour un particulier, on peut avoir des pucerons qui attaquent les feuilles. Après, c'est quand même une plante assez résistante pour le jardinier. J'ai pas eu beaucoup de retours de mes lecteurs me disant à ce stade, le stade primordial, c'est plutôt au moment de la récolte des racines. Mes racines sont pas belles, elles sont tordues, elles ont été mangées. Et puis après la culture suivante, parce qu'il y a des risques de pourriture. Quand on maîtrise pas, parce que là elles sont parfaites les endives, mais quand on maîtrise pas le forçage, c'est une étape importante à une période de l'année où il ne fait pas beau. Donc c'est pareil, en pleine terre, on peut forcer en protégeant, mais il faut faire attention. Parce qu'on aime les endives, il y a des petites bêtes qui aiment aussi les endives qui sont en cours de pousse, donc il faut surveiller jusqu'au bout. Ça se mérite. Et sur une endive, c'est comme les salades dans mon potager, je les récolte plusieurs fois si je laisse un peu la tête, ou comment ça se passe? Non, une racine va donner une endive. Après, c'est sûr, il y a peut-être des petits bourgeons qui vont redémarrer, mais ça ne va rien donner. Donc une racine, une endive. Une graine, une racine, une endive. Alors tout ça, ça demande évidemment beaucoup de travail et beaucoup de savoir-faire. Je crois que vous nous l'avez montré là. Je vais repartir sur nos nouvelles variétés. On avait tout à l'heure l'exemple de l'aubergine qui était vraiment une plante à laquelle vous nous conseillez d'avoir de nouvelles variétés. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la gamme du potager? Moi, je crois qu'au niveau de la courgette, j'ai souvent des problèmes de mildiou, d'oïdium, avec nos étés un peu humides ces derniers temps. Est-ce que là, on peut avoir des variétés un peu plus résistantes, voire même un peu plus originales? Alors résistantes, oui. Il y a des variétés qui arrivent, qui sont en tout cas chez les producteurs. Alors on les trouve peut-être pas toujours en graines, mais quelquefois en jeunes plants. Donc regardez au moment en mai ou en avril-mai, quand on va planter les courgettes. Effectivement, il y a des variétés qui sont plus résistantes, plus productives. Il y a des variétés qui vont aussi donner dans des régions moins méridionales. Donc effectivement, là-dessus, il y a des évolutions. Il y a des évolutions aussi dans toutes les courges, autres courges. On peut citer les tomates. Là, il y a énormément de variétés qui arrivent. Les piments et les poivrons. Parce que le poivron, le beau gros poivron qui fait rêver quand on le voit dans les étals. Là, moi, j'arrive jamais au potager. J'ai des plus petits poivrons, mais ils sont quand même bons quand même. Mais est-ce qu'on y arrive avec des nouvelles variétés? Oui. J'ai vu là des nouvelles variétés l'année dernière et il y a 2 ans, dont une variété complètement noire qui est très spectaculaire, mais qui donne énormément. Et je les ai vus jusqu'au mois d'octobre produire, et dans la moitié nord, c'est dans la région d'Angers, donc on est entre deux, mais c'est quand même pas le sud, et on produit effectivement des très belles variétés. Si on est curieux de ces nouvelles variétés,
on en trouve dans les nouveaux catalogues des semenciers. C'est en quantité, c'est beaucoup. Est-ce que des nouvelles variétés, un semencier s'en produit 5, 10, 15 par année, 100? Alors après le lancement, ils ne vont pas en mettre 10 ou 15 d'un seul coup parce que je pense que les jardiniers vont être perdus. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un poivron pour ressembler à un poivron, malheureusement. Et une courgette, c'est pareil. Donc c'est progressivement, chaque année, il y a des nouvelles variétés. Là, je parlais de basilic. C'est une gamme que lance un grand semencier pour les jardiniers. Il y a un nouveau basilic et c'est déjà suffisant parce qu'il a beaucoup de qualité. Il lance aussi un persil, par exemple. On pourrait se dire le persil, ça pousse partout. Non, quand il fait chaud et sec, le persil, c'est une catastrophe. Ça monte très facilement en graines. J'ai eu l'expérience. Ouais. Et le beau feuillage que l'on veut, on ne l'a pas. Et bien là, il lance une variété de persil qui s'appelle Lion, qu'on va trouver en jeune plant dans les jardineries et en graines. Et ce Lion eh bien, est beaucoup plus résistant à la sécheresse. Et ces nouvelles variétés, de temps en temps, il y a F1 accolé à leur nom. Est-ce qu'on doit fuir? Parce que j'ai des gens qui, par principe, fuient le mot F1. Qu'est-ce que ça veut dire déjà et est-ce qu'on doit fuir? F1, ça veut dire que c'est une variété hybride, c'est-à-dire que les sélectionneurs avaient 2 lignées de parents avec des qualités, des caractéristiques très précises. On marie ces 2 parents et ça donne un bébé qui a des qualités hybrides, donc beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus productif et des variétés très particulières. Alors le F1, ça veut simplement dire que vous êtes à peu près sûr d'avoir une variété très costaud, très vigoureuse, mais que vous n'allez pas pouvoir récupérer les graines. Si vous les récupérez, vous n'allez pas obtenir en semant le F1 que vous aviez. Vous allez en avoir un peu, mais vous allez avoir d'autres caractéristiques, voire des retours aux parents ou aux grands-parents, ou voire plus loin. Et est-ce que les variétés greffées, c'est aussi des nouvelles variétés ou on peut trouver tout sur des variétés greffées? Parce que moi, on m'a toujours dit, si tu veux t'enlever des problèmes, tu prends des variétés greffées. Alors greffé, le porte-greffe est censé donner de la vigueur, en particulier à la variété que l'on a. Donc on peut retrouver une variété ancienne, mais qui n'était pas très vigoureuse, cultivée sur un porte-greffe qui va la doper, lui donner de la force. Ça va lui redonner plus de vigueur, tout en ayant bien sûr la variété d'origine. Alors par contre, les plants greffés sont beaucoup plus chers à l'achat, produisent bien. Il faut peut-être aussi un peu les chouchouter quelquefois, parce que d'abord c'est une plante qui peut être fragile. Donc c'est très bien quand on fait de la culture sous tunnel en particulier, ou quand on a la chance d'avoir une serre de jardin, de mettre quelques plants greffés parce qu'ils vont être très vigoureux, très productifs. Et là vous allez avoir un gain par rapport au prix d'achat de base. Si maintenant cette émission a convaincu, est-ce qu'il y a des nouvelles variétés qu'on peut installer dès le générique de fin de l'émission dans son potager, ou on attend quand même un petit peu qu'il fasse un peu plus chaud, en tout cas en France? Dans le potager lui-même, oui, vous allez regarder sur les petits pois en ce moment. Vous allez vous occuper d'oignons aussi. Vous allez vous occuper de petits radis. Donc là, vous pouvez regarder des nouvelles variétés. Essayez-les. Un conseil, jouez la biodiversité. Des variétés anciennes, des variétés que vous connaissez, essayez des nouvelles et chaque année, 1 ou 2 ou 3 variétés nouvelles. Ne vous lancez pas d'un seul coup, je change tout, parce que là, on peut avoir des mauvaises surprises, mais simplement liées à la météo, aux conditions de votre jardin. Mais testez, oui, il faut tenter chaque année. Et vous, Philippe, est-ce que vous allez essayer cette année de nouvelles variétés d'endives dans votre production? Oui, on essaye tous les ans, on essaye 1 ou 2 variétés nouvelles, puis on voit le résultat au final pour voir si ça plaît aux consommateurs. Et surtout, alors si vous parlez des dates de semis, les endives, il faut vraiment avoir le t-shirt pour pouvoir aller les semer parce que sinon ça ne lève pas. Il faut du 20 degrés et une terre bien réchauffée pour que ça lève. Donc on ne se lance pas tout de suite? Ah non, il faut attendre. Compris le message. Très bien. Je crois que je vais gentiment me rendre en cuisine voir le chef. Chef, je vois que vous avez gentiment dressé. Ça a l'air magnifique tout ça, mais est-ce que c'est facile à faire pour tout le monde? Oui, c'est une préparation très simple. En fait, il faut faire une belle purée de patates douces bien fine, toaster le pain de mie, des petits cubes de patates douces légèrement étuvés, filet d'huile, un petit fleur de sel de Guérande par-dessus, des petits cubes de gouda. Et ensuite, j'ai réalisé une tuile de gouda. Et il suffit de faire une fine tranche et la laisser dorer dans une poêle à basse température. On voit ce fromage. Moi, on trouve facilement ce fromage parce que j'en avais jamais entendu. Et je vois même qu'il y a des graines dedans. Oui, c'est du cumin.
Gouda au cumin. Et on en trouve très facilement, vous avez Oui, pas très facilement, on en trouve très facilement. Bon, je crois qu'il reste à dire à mes invités de venir déguster tout ça. Moi, je vais gentiment conclure mon émission. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, La cuisine du village. Restez connectés avec nous, il y a tout de suite Semer l'avenir présenté par Émilie. Et à demain.